Le 15 juillet 2001, Antoine Dubois, un charpentier respecté de 38 ans, et son fils de 8 ans, Léo, ont disparu à Val-des-Lacs, une petite commune paisible du Jura. Ils étaient partis pour leur partie de pêche hebdomadaire, un rituel père-fils sacré. Pendant 17 longues années, leur sort est resté un mystère absolu, un trou béant dans la vie de leur famille et de leur communauté. La police a conclu à un accident, une noyade tragique dans les eaux profondes du lac. Mais il n'y avait ni voiture, ni corps, ni la moindre preuve. L'affaire a été classée, laissant une blessure ouverte. Jusqu'à ce qu'en 2018, une sécheresse historique révèle leur véhicule, et avec lui, un détail glaçant qui a tout changé. Comment la vérité a-t-elle pu rester immergée si longtemps, si près de tous? Avant de vous raconter comment une simple ceinture de sécurité, sectionnée avec une précision chirurgicale, a transformé une tragédie en une enquête pour meurtre, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez, et abonnez-vous à la chaîne. Car l'histoire que nous allons vous dévoiler est un enchaînement de secrets, de trahisons et de mensonges qui ont rongé une communauté de l'intérieur. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la façon dont ce seul indice a fait s'effondrer un château de cartes construit sur 17 années de silence. Chaque détail compte, et celui-ci était la clé de tout. La vérité attendait patiemment au fond de l'eau, et son retour à la surface allait être dévastateur pour tout le monde. Ce dimanche de juillet 2001 avait commencé comme tant d'autres. Le soleil brillait sur Val-des-Lacs, et l'air était rempli de l'odeur des pins et de la promesse d'une journée parfaite. Pour Léo, 8 ans, c'était le meilleur jour de la semaine. C'était le jour de la pêche avec son père, Antoine. Il idolâtrait cet homme, un charpentier aux mains fortes mais au cœur tendre, qui lui apprenait les secrets du lac. Leur vieille voiture, chargée de cannes à pêche, d'un panier pique-nique préparé par Isabelle, la mère de Léo, et des rires d'un enfant excité, a quitté leur maison vers 14 heures. Isabelle les a regardés partir depuis la fenêtre de la cuisine, un sourire aux lèvres, sans se douter que c'était la dernière fois qu'elle les verrait vivants. La normalité de cette journée s'est fissurée lentement, presque imperceptiblement. D'abord il y a eu le crépuscule. Isabelle s'attendait à les voir rentrer, fatigués mais heureux, avec peut-être quelques poissons. Mais la voiture n'est pas revenue. Les heures ont passé. L'inquiétude, d'abord une petite braise, est devenue un feu dévorant. À 21 heures, elle a commencé à appeler. D'abord le portable d'Antoine, qui sonnait dans le vide. Puis, les amis, les voisins. Personne ne les avait vus. La nuit est tombée, et avec elle, un silence lourd et anormal s'est installé dans la maison. Chaque craquement du plancher, chaque bruit extérieur, était une fausse alerte, un espoir brisé. Vers 23 heures, le cœur battant la chamade, elle a appelé la gendarmerie. Dès le lendemain matin, la communauté de Val-des-Lacs s'est mobilisée. La solidarité, dans ces petites communes rurales, n'est pas un vain mot. Les gendarmes, menés par le capitaine Bernard, ont organisé les recherches. Mais des dizaines de volontaires se sont joints à eux. On a ratissé les berges du lac, exploré les sentiers forestiers, crié leur nom jusqu'à s'en casser la voix. L'espoir initial était qu'ils aient eu une panne, qu'ils se soient perdus en explorant un coin reculé. On cherchait des traces de pneus, un bivouac improvisé, n'importe quel signe de vie. Pendant les premières 48 heures, l'énergie était palpable, une course contre la montre, portée par la conviction qu'on allait les retrouver, sains et saufs, peut-être un peu effrayés, mais vivants. Mais les jours se sont transformés en semaines, et l'espoir s'est érodé, remplacé par une angoisse sourde et persistante. Les recherches officielles n'ont absolument rien donné. Pas une trace de la voiture, pas un vêtement, pas une canne à pêche, rien. C'était comme s'il s'était volatilisé. Des plongeurs ont sondé les eaux froides et sombres du lac, mais sa profondeur et ses crevasses rendaient la tâche presque impossible. L'hypothèse officielle est rapidement devenue celle d'un accident tragique. La voiture aurait dérapé et coulé dans le lac, emportant Antoine et Léo avec elle. Pour la gendarmerie, c'était la seule explication logique. Pour Isabelle, c'était un cauchemar insupportable. Comment accepter une mort sans corps, sans tombe, sans la moindre certitude? Le lac, autrefois lieu de joie, était devenu un tombeau silencieux. L'absence de preuves a laissé la porte ouverte à toutes les théories, des plus plausibles aux plus folles. Certains murmuraient qu'Antoine, endetté, avait fui pour refaire sa vie ailleurs, emmenant son fils avec lui. Une théorie cruelle qu'Isabelle a toujours refusée, connaissant l'amour inconditionnel de son mari pour sa famille et sa maison. D'autres évoquaient un enlèvement par des étrangers de passage, une rencontre qui aurait mal tourné. Chaque voiture suspecte signalée, chaque rumeur était une nouvelle piste à explorer, une nouvelle vague d'espoir suivie d'une nouvelle déception. Pour Isabelle, chaque jour était une torture. Elle passait des heures au bord du lac, fixant la surface de l'eau, comme si elle pouvait la forcer à rendre son secret.
La vie de la famille était suspendue, prisonnière d'un deuil impossible. Pendant des années, le capitaine Bernard, même après sa retraite, est resté hanté par cette affaire. C'était la seule tâche sur sa carrière, un échec personnel qu'il ne pouvait oublier. Il retournait souvent sur les lieux, repassant le film des événements dans sa tête, cherchant le détail qu'il aurait manqué. Mais il n'y avait rien. Le dossier a pris la poussière sur une étagère, classé. Disparition inquiétante, présomption de noyade accidentelle. La vie à Val-des-Lacs a repris son cours, mais avec une cicatrice. On ne laissait plus les enfants jouer seuls près du lac. L'histoire d'Antoine et Léo est devenue un conte tragique, un avertissement murmuré de génération en génération. Le mystère s'est installé, et avec le temps, la plupart des gens ont accepté l'inacceptable. Isabelle, elle, n'a jamais accepté. Elle est devenue une ombre dans la ville, une femme dont le regard était constamment tourné vers le passé. Elle a maintenu la chambre de Léo intacte, comme s'il allait rentrer d'un instant à l'autre. Ses dessins de poissons étaient toujours sur les murs, sa collection de leurres de pêche sur son bureau. C'était son sanctuaire, mais aussi sa prison. Marc, le meilleur ami et associé d'Antoine, a été son pilier. Il l'aidait pour les tâches administratives, passait la voir régulièrement, partageait son chagrin. Il était la dernière connexion vivante avec son mari, un soutien indéfectible dans cette épreuve sans fin. Sa présence était un réconfort constant, un rappel que tout le monde n'avait pas oublié. Les années ont passé. 17 ans, une éternité. Une nouvelle génération était née à Val-des-Lacs, des enfants qui ne connaissaient l'histoire que par ouï-dire. Le lac était redevenu un lieu de loisirs, bien que teinté d'une mélancolie persistante. Isabelle avait vieilli, le chagrin gravé sur son visage. Elle avait appris à vivre avec le vide, mais l'incertitude restait une torture. Puis, à l'été 2018, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une canicule d'une intensité sans précédent a frappé la région. Pendant des semaines, il n'a pas plu. Le niveau du lac a commencé à baisser de manière spectaculaire, révélant des berges que personne n'avait vues depuis des décennies. Et au fond d'une crevasse jusqu'alors inexplorée, une forme sombre et métallique a commencé à apparaître. La nouvelle de la découverte a frappé Val-des-Lacs comme un coup de tonnerre par un ciel dégagé. Un promeneur, fasciné par le paysage lunaire du lac asséché, avait aperçu le toit du véhicule et alerté les autorités. En quelques heures, le lieu, autrefois paisible, était devenu une scène de crime potentiel, bouclée par les rubans de la gendarmerie. Pour Isabelle, l'appel téléphonique fut un séisme. 17 ans de silence, de questions sans réponse, de deuil suspendu, venaient de voler en éclats. La peur et un espoir terrible, qu'elle croyait mort depuis longtemps, se sont livrés une bataille féroce dans sa poitrine. Elle s'est rendue sur les lieux, tenue à distance par les gendarmes, regardant cette forme métallique émerger de la boue, le tombeau de sa vie passée. L'opération pour extraire le véhicule a duré plusieurs heures, sous le regard des médias nationaux et des habitants de la ville, rassemblés en silence sur les hauteurs. Chaque centimètre de la carcasse rouillée qui sortait de l'eau était une image insoutenable. C'était bien la vieille voiture familiale, celle des souvenirs heureux, transformée en un cercueil de métal et de vase. Les techniciens en identification criminelle, vêtus de combinaisons blanches, se sont immédiatement mis au travail. La tension était à son comble. L'hypothèse de l'accident était sur toutes les lèvres, une conclusion tragique mais simple. On s'attendait à trouver 2 corps, à pouvoir enfin offrir une sépulture, à clore ce chapitre douloureux. Mais ce que les experts allaient découvrir à l'intérieur, allait faire basculer cette tragédie dans une horreur d'une toute autre dimension. À l'intérieur, le temps s'était figé dans une scène macabre. Les restes d'Antoine Dubois étaient bien sur le siège conducteur, confirmant sa présence dans le véhicule au moment du drame. L'état du squelette correspondait à une immersion de longue durée. La première phase de l'analyse semblait confirmer la thèse de l'accident. Une sortie de route, une chute dans le lac, une noyade. Une histoire simple, triste, mais une histoire qui pouvait enfin être racontée. Le procureur, arrivé sur place, préparait déjà sa communication, prêt à annoncer la fin d'un mystère de 17 ans. Mais un jeune gendarme, méticuleux, a alors attiré l'attention de son supérieur sur un détail du siège passager avant, là où Léo aurait dû se trouver. Un détail qui, au premier abord, ne semblait être qu'une simple anomalie. Sur le siège passager, il n'y avait pas de corps, le squelette de Léo n'était pas là. Cette première découverte fut un choc. Avait-il réussi à s'extraire du véhicule? Son corps avait-il été emporté par les courants? Mais l'habitacle était presque scellé par la vase, rendant cette hypothèse peu probable. Puis, l'expert a éclairé la ceinture de sécurité. Elle n'était pas débouclée.
Elle n'était pas non plus rompue sous l'effet d'une tension extrême, comme on pourrait s'y attendre lors d'un accident violent. Non, la sangle en nylon était sectionnée. La coupe était nette, franche, précise, faite avec un objet tranchant, probablement un couteau. Le silence qui s'est abattu sur l'équipe d'enquêteurs fut plus profond que celui du lac lui-même. En une seconde, l'accident est devenu un meurtre. Quelqu'un avait été là. Quelqu'un avait délibérément coupé la ceinture de cet enfant de 8 ans. Cette ceinture coupée a fait l'effet d'une bombe. L'enquête, classée depuis plus de 15 ans, fut rouverte sur le champ pour homicide volontaire. Ce n'était plus une tragédie, c'était une mise en scène. L'histoire qu'on s'était racontée pendant 17 ans était un mensonge. Quelqu'un avait tué Antoine, fait disparaître le corps de Léo, et poussé la voiture dans le lac pour faire croire à un accident. Le capitaine Bernard, bien qu'à la retraite, fut immédiatement contacté. En entendant la nouvelle, le vieil homme a senti un frisson le parcourir. Il avait toujours eu un doute, une intuition que quelque chose clochait, mais il n'avait jamais eu l'ombre d'une preuve. Maintenant il en tenait une. Une simple lanière de tissu, préservée par l'eau et la vase, venait de crier la vérité, une vérité bien plus monstrueuse que tout ce qu'il avait pu imaginer. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à Val-des-Lacs, la stupeur a laissé place à l'effroi. L'idée qu'un meurtrier vivait peut-être parmi eux depuis toutes ces années était terrifiante. Les vieilles rumeurs, les théories oubliées, ont refait surface, mais avec une nouvelle lueur sinistre. Qui aurait pu en vouloir à Antoine au point de le tuer, lui et son fils? L'image de l'artisan honnête et travailleur ne collait pas avec un crime aussi violent. Pour Isabelle, cette révélation fut un nouveau supplice. La certitude de l'accident, aussi douloureuse soit-elle, offrait une forme de paix. Mais la certitude du meurtre, la replongeait dans un cauchemar encore plus sombre. Son fils n'était pas mort noyé. Il avait été enlevé, assassiné. Et son corps restait introuvable. La quête de la vérité reprenait. Mais cette fois, elle cherchait un monstre. Les enquêteurs ont alors examiné la voiture avec une attention renouvelée. Chaque objet, chaque trace, était désormais un indice potentiel. La boîte à gants, bloquée par la rouille, a été ouverte avec précaution en laboratoire. À l'intérieur, miraculeusement protégée de l'eau par une pochette en plastique, se trouvaient les papiers du véhicule, quelques cartes de pêche, et un petit carnet noir. Un simple carnet de notes qu'Antoine utilisait pour son travail. Les premières pages contenaient des mesures, des listes de matériaux, des croquis de charpente. Rien d'anormal. Mais en le feuilletant jusqu'à la fin, les enquêteurs sont tombés sur des pages qui n'avaient rien à voir avec le bois. C'étaient des colonnes de chiffres, des calculs, des noms, et des dates. Antoine menait sa propre enquête. Il avait découvert quelque chose. Ce carnet, à lui seul, était un petit miracle. Protégé par une simple pochette en plastique zippé, il avait résisté à 17 années d'immersion dans les profondeurs froides du lac. Les experts l'ont manipulé avec une délicatesse infinie, comme s'il s'agissait d'une relique. Les premières pages étaient d'une banalité trompeuse, remplies de l'écriture appliquée d'Antoine, des plans de toiture, des listes de bois à commander, des numéros de téléphone de clients. C'était le quotidien d'un artisan, un aperçu de la vie qui avait été si brutalement interrompu. Pendant un instant, les enquêteurs ont cru que ce carnet ne serait qu'un autre objet poignant, un souvenir de plus, mais pas une clé. Ils ne pouvaient pas se tromper davantage. C'était là, dans ces pages jaunies par le temps et l'eau, que le véritable secret de Val-des-Lacs attendait d'être lu. En tournant les pages, l'ambiance dans le laboratoire a changé. La routine de l'analyse a laissé place à une attention électrique. Vers la fin du carnet, l'écriture d'Antoine devenait plus rapide, presque fébrile. Les croquis de charpente disparaissaient, remplacés par des colonnes de chiffres, des dates encerclées, des noms de sociétés et des montants. C'était le travail d'un homme qui ne comptait plus des poutres, mais des mensonges. Antoine Dubois, le charpentier tranquille, avait mené une enquête secrète. Il avait senti que quelque chose n'allait pas dans sa propre vie, dans sa propre entreprise, et il avait commencé à assembler les pièces d'un puzzle que personne ne soupçonnait. Ce n'était plus le journal d'un artisan, c'était le dossier d'accusation d'un homme trahi, un document qui allait faire exploser la vérité. Les chiffres racontaient une histoire sordide de trahison financière. Antoine avait découvert un système de détournement de fonds, sophistiqué au sein de sa propre entreprise de charpente. Il avait méticuleusement noté des factures surévaluées pour des chantiers, des paiements à des fournisseurs qui n'existaient pas, et de petites sommes d'argent presque invisibles, transférées régulièrement vers un compte bancaire inconnu. Le montant total était considérable, assez pour mettre l'entreprise en péril à long terme. Et à côté de chaque transaction frauduleuse, de chaque irrégularité, un nom revenait encore et encore, griffonné dans la marge. Marc. Son meilleur ami.
son associé. L'homme qui l'avait aidé à construire son entreprise à partir de rien. L'homme qui, depuis 17 ans, jouait le rôle du confident éploré auprès de sa veuve. Le choc de cette révélation a frappé les enquêteurs avec la force d'une évidence monstrueuse. Marc, le pilier de la communauté, l'ami loyal qui avait soutenu Isabelle pendant toutes ces années de deuil, était au centre d'une escroquerie. Soudain son chagrin public, ses visites régulières, son aide apparemment désintéressée prenaient une toute autre couleur. Était-ce de la culpabilité? Une manière de garder le contrôle sur la situation? Ou la performance macabre d'un tueur? L'image d'Antoine, l'homme simple et droit, se superposait désormais à celle d'un homme acculé, découvrant que son plus proche confident le volait depuis des mois, peut-être des années. Le mobile du meurtre, qui avait toujours manqué, venait de faire une apparition fracassante. Ce n'était pas une histoire d'enlèvement ou de rencontre fortuite, c'était une affaire de gros sous et de trahison intime. Et puis, sur la toute dernière page écrite du carnet, quelques mots tracés à la hâte, presque illisibles, comme si Antoine les avait jetés sur le papier juste avant de partir. Ces mots ont glacé le sang de tous ceux qui les ont lus. Ils formaient une phrase simple, mais qui contenait toute la tragédie à venir. Il était écrit: confrontez Marc ce soir au lac, Léo avec moi. En une seule ligne, le mystère de 17 ans venait de se résoudre. Antoine n'était pas parti pour une simple partie de pêche. Il avait organisé une confrontation. Il allait demander des comptes à son ami, et il avait emmené son fils, peut-être par manque de baby-sitter, ou peut-être, dans une naïveté tragique, en pensant que la présence de l'enfant empêcherait les choses de dégénérer. C'était son ultime erreur. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Le puzzle venait de s'assembler de la manière la plus effroyable qui soit. La ceinture coupée, le carnet de comptes, et cette dernière phrase. Tout pointait désormais vers un seul homme. Marc n'était plus le meilleur ami en deuil, il était le principal suspect dans une double affaire de meurtre. L'enquête, qui avait piétiné pendant près de 2 décennies, venait de prendre un virage à 180 degrés. Les gendarmes n'avaient plus à chercher un étranger, ou une explication accidentelle. Le tueur avait un nom, un visage. Et il vivait parmi eux depuis le début. Il avait assisté à l'enterrement symbolique, consolé la veuve, et regardé toute une ville pleurer un crime qu'il avait lui-même commis. La prochaine étape était claire, il fallait aller chercher Marc. Cette nouvelle perspective a jeté une lumière crue et terrible sur les 17 dernières années. Chaque souvenir, chaque interaction avec Marc, devenait suspect. Ses larmes lors des commémorations annuelles, son insistance pour qu'Isabelle tourne la page, son omniprésence. Tout cela n'était-il qu'une stratégie pour surveiller l'enquête de près, pour s'assurer que son secret restait bien enfoui au fond du lac? L'horreur de la situation était presque inconcevable. L'homme qui avait incarné le soutien et l'amitié était peut-être l'architecte de toute cette souffrance. Pour les enquêteurs, et bientôt pour Isabelle et toute la communauté de Val-des-Lacs, la vérité s'annonçait bien plus dévastatrice que la plus douloureuse des incertitudes. Le monstre n'était pas un étranger de passage, il avait le visage d'un ami. L'interrogatoire de Marc a commencé doucement. Face à lui, la nouvelle génération de gendarmes, menée par une jeune capitaine qui avait étudié le dossier original avec une obsession méticuleuse. Au début, Marc a joué la carte de l'incompréhension, puis celle de l'indignation. Comment osait-on le suspecter, lui, le meilleur ami, le soutien indéfectible d'Isabelle? Il a parlé de son propre chagrin, de la perte de son frère. Mais lorsque les enquêteurs ont posé le carnet noir sur la table en métal, un silence glacial s'est installé. Marc a regardé le carnet, puis le visage des gendarmes. Son masque a commencé à se fissurer. Il a nié, mais sa voix manquait d'assurance. Il a affirmé qu'il s'agissait de malentendus, d'erreurs de comptabilité, qu'il aurait pu expliquer à Antoine. Il ne savait pas qu'Antoine avait une autre preuve, encore plus accablante, cachée chez lui. Pendant que Marc était en garde à vue, les enquêteurs ont obtenu un mandat pour perquisitionner son domicile et l'ancien atelier de charpente. Ils cherchaient des preuves corroborant les détournements de fonds, mais aussi, et surtout, une arme du crime ou un indice sur le sort de Léo. Dans le sous-sol de la maison de Marc, caché derrière une fausse cloison, ils ont trouvé un vieux coffre-fort. À l'intérieur, des liasses de billets, des documents bancaires liés aux sociétés écrans mentionnées par Antoine, et un objet qui a fait basculer l'enquête dans l'horreur absolue. C'était un petit couteau de pêche, un modèle courant, mais l'analyse scientifique allait révéler quelque chose de terrible. Des microfibres, correspondant à la composition exacte de la ceinture de sécurité de la voiture, étaient encore incrustées près de la lame. C'était l'arme. La découverte du couteau a brisé la dernière parcelle de déni de Marc. Confronté à cette preuve matérielle, son récit s'est effondré. Les larmes sont venues, mais ce n'étaient pas des larmes de remords, c'étaient des larmes d'apitoiement. Il a commencé à parler,
et les mots qui sont sortis de sa bouche ont peint le portrait d'une soirée cauchemardesque au bord du lac. Il a admis la confrontation. Il a raconté la colère d'Antoine en découvrant l'ampleur de la trahison. La discussion s'est envenimée. Selon Marc, Antoine l'a menacé, a voulu le frapper. Dans un geste de défense, a-t-il prétendu, il a poussé Antoine. La tête d'Antoine a heurté une grosse pierre sur la berge. Le silence. Le sang. La panique. Et à quelques mètres de là, un témoin muet, les yeux écarquillés de terreur. Léo, 8 ans, qui venait de voir son père mourir. Le récit de Marc est devenu encore plus sombre lorsqu'il a abordé le sort de Léo. L'enfant était paralysé par le choc, incapable de crier, de bouger. Dans l'esprit paniqué de Marc, Léo était devenu le seul obstacle entre lui et la liberté. Il ne pouvait pas le laisser vivre. Il ne pouvait pas laisser de témoin. Il a raconté, d'une voix monocorde, comment il a mis le corps d'Antoine dans la voiture, sur le siège conducteur. Puis, il a forcé Léo à monter sur le siège passager. L'enfant, catatonique, n'a opposé aucune résistance. Marc a conduit la voiture jusqu'à un endroit isolé de la rive, une pente abrupte, menant directement aux eaux profondes. Il a mis le moteur en marche, enclenché une vitesse, et a commencé à pousser le véhicule vers le lac. C'est là que son plan macabre a rencontré un problème imprévu. La voiture était sur le point de basculer, mais Léo, dans un dernier sursaut de vie, a bouclé sa ceinture de sécurité. Un geste réflexe, un automatisme enseigné par son père, l'homme que Marc venait de tuer. Marc a essayé de la déboucler, mais dans sa panique, avec la voiture en équilibre précaire, il n'y parvenait pas. Il devait faire disparaître le corps de Léo ailleurs, le cacher là où personne ne le trouverait jamais. Le temps pressait. Il a sorti son couteau de pêche de sa poche, celui qu'il utilisait pour vider les poissons, et d'un geste sec, il a tranché la sangle. Il a sorti l'enfant inerte de la voiture, a poussé le véhicule dans l'eau, et a regardé le tombeau de métal de son meilleur ami sombrer dans les ténèbres. Ensuite il a emporté le corps de Léo avec lui. La question qui brûlait les lèvres de tous les enquêteurs, d'Isabelle, de toute la France était, où est Léo? Après des heures d'interrogatoire brisées et acculées, Marc a finalement cédé. Il a dessiné une carte rudimentaire sur une feuille de papier. Il a indiqué un endroit reculé dans la forêt de Val-des-Lacs, à plusieurs kilomètres du lac. Un endroit qu'il connaissait bien. Un ancien terrain de chasse de son grand-père. Il a avoué avoir enterré le petit garçon là, cette nuit-là, sous un vieux chêne marqué d'une cicatrice en forme de croix. Pendant 17 ans, il avait vécu avec ce secret, passant devant cet arbre des centaines de fois, l'air de rien. Il avait assisté au battu, consolé Isabelle, tout en sachant précisément où se trouvait la tombe de son fils. L'équipe de recherche, guidée par les indications de Marc, et accompagnée d'archéologues judiciaires, s'est rendue sur les lieux. L'atmosphère était lourde, presque irrespirable. Le vieux chêne était là, exactement comme Marc l'avait décrit. Les fouilles ont commencé, centimètre par centimètre. Et après quelques heures d'un travail éprouvant, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Les restes d'un petit garçon de 8 ans. Léo Dubois allait enfin pouvoir rentrer à la maison. La vérité, dans toute son horreur, était enfin révélée. Ce n'était pas seulement un meurtre, c'était l'anéantissement d'une famille, orchestré par l'homme qui se faisait passer pour son plus grand protecteur. La cascade de révélations s'achevait ici, au pied d'un arbre silencieux, dans la solitude d'une forêt qui avait gardé le plus terrible des secrets. Le procès de Marc a permis de reconstituer, minute par minute, l'horreur de cette soirée du 15 juillet 2001. Sa confession, corroborée par les preuves matérielles, a levé le voile sur une vérité bien plus cruelle que ce que quiconque avait osé imaginer. Antoine était bien arrivé au lac pour confronter son ami. Le carnet noir à la main, il avait exposé les preuves du détournement de fonds, demandant des explications. Il n'y avait pas de colère démesurée dans sa voix, plutôt une profonde déception, une incompréhension face à la trahison. Léo pendant ce temps jouait à quelques mètres de là, lançant des cailloux dans l'eau, insouciant. La conversation, d'abord tendue, a rapidement dégénéré lorsque Marc, acculé et incapable de nier, a compris que sa vie confortable, bâtie sur le mensonge, était sur le point de s'effondrer. Selon les dires de Marc, la violence fut soudaine et explosive. Face à la détermination calme d'Antoine qui menaçait d'appeler les gendarmes, Marc a paniqué. Il a affirmé qu'Antoine l'avait saisi par le col, mais les preuves n'ont jamais étayé cette version. Dans un geste de rage et de peur, Marc a violemment repoussé son ami. La poussée était si forte qu'Antoine a perdu l'équilibre, sa tête heurtant avec une force terrible, une grosse pierre anguleuse qui bordait la rive. Le bruit, mat et sinistre, a résonné dans le silence du crépuscule. Antoine s'est effondré, sans un mot.
Marc a raconté avoir vu le sang s'écouler, avoir compris instantanément que c'était fini. Et puis, il a tourné la tête, et a vu le regard de Léo. L'enfant était debout, immobile, les yeux grands ouverts, fixant le corps de son père. C'est à cet instant précis que la tragédie s'est transformée en une monstruosité absolue. Dans l'esprit de Marc, une seule pensée, froide et pragmatique, a pris toute la place. Il a tout vu. L'enfant n'était plus le fils de son meilleur ami, il était le seul témoin. Le seul lien entre lui et la prison à vie. Il a raconté au psychologue qu'à ce moment-là il ne voyait plus un enfant, mais un problème à éliminer. Toute humanité l'a quitté, remplacé par un instinct de survie animale et perverti. Il s'est approché de Léo, qui n'a même pas reculé, paralysé par le choc. Marc l'a saisi, sans un mot, et a commencé à mettre en œuvre son plan macabre. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le meurtre d'Antoine avait été un acte de panique, mais celui de Léo allait être une exécution. Le plan était de faire croire à un accident de voiture. Une sortie de route, une noyade. C'était plausible, simple, et cela expliquerait la disparition des deux corps en même temps. Il a traîné le corps inerte d'Antoine jusqu'à la voiture, et l'a installé sur le siège conducteur, arrangeant ses membres pour que cela paraisse naturel. Puis, il a forcé Léo, qui était dans un état de catatonie complète, à s'asseoir sur le siège passager. L'enfant obéissait comme un automate, le regard vide. Marc a ensuite conduit le véhicule sur quelques centaines de mètres, jusqu'à une pente raide et isolée, qui plongeait directement dans les eaux profondes du lac. Il a positionné la voiture, a laissé le moteur tourner, et s'est préparé à donner l'impulsion finale qui enverrait la voiture, et ses secrets, par le fond. Mais c'est là que le plan, presque parfait dans son horreur, a été trahi par un détail minuscule, un réflexe d'enfant. Alors que Marc s'apprêtait à pousser la voiture, Léo, dans un dernier geste d'obéissance aux règles de sécurité que son père lui avait toujours inculquées, a machinalement bouclé sa ceinture. Un clic qui a scellé le destin de Marc. Dans sa panique, il a tenté de la déboucler, mais le mécanisme s'est coincé. Le temps pressait. Il ne pouvait pas laisser le corps de Léo dans la voiture, car une autopsie aurait révélé que l'enfant n'était pas mort noyé, mais probablement d'asphyxie, ou d'un autre traumatisme. Fou de rage, il a sorti son couteau de pêche, et, d'un coup sec, a tranché la sangle. C'était son erreur fatale. Un geste de quelques secondes qui, 17 ans plus tard, crierait la vérité. Après avoir sorti Léo de la voiture, il a donné une dernière poussée au véhicule, qui a glissé dans un bruit sourd avant de disparaître sous la surface sombre du lac. Le silence est revenu, encore plus lourd qu'avant. Il était désormais seul, dans la nuit, avec le corps d'un enfant de 8 ans. Il l'a porté dans ses bras, et s'est enfoncé dans la forêt, suivant des sentiers qu'il connaissait par cœur. Il a marché pendant près d'1 heure, jusqu'à atteindre ce vieux chêne, un repère de son enfance. Là, à la lueur de son téléphone portable, il a creusé une tombe peu profonde avec ses mains et une branche. Il a déposé le corps de Léo, l'a recouvert de terre et de feuilles, et a effacé toute trace de son passage. Le secret était désormais enterré, littéralement. Son retour à la civilisation fut celui d'un acteur montant sur scène pour le rôle de sa vie. Il est rentré chez lui, a brûlé ses vêtements souillés dans sa cheminée, s'est douché longuement pour enlever la terre et l'odeur de la mort. Puis, il a attendu. Il a attendu l'appel d'Isabelle, inquiète. Il a joué la surprise, puis, l'angoisse. Il a participé aux recherches dès le lendemain matin, criant les noms d'Antoine et de Léo avec une conviction qui a trompé tout le monde. Pendant 17 ans il a perfectionné son rôle. Il a pleuré à leur commémoration, a soutenu la veuve, a partagé les souvenirs de son frère disparu. Il a vécu au cœur de la communauté qu'il avait brisée, se nourrissant de leur chagrin tout en étant le gardien silencieux de l'horrible vérité. Le procès de Marc fut un événement national, mais pour les habitants de Val-des-Lacs, c'était un drame intime qui se jouait en public. L'homme qu'ils avaient connu comme un pilier de la communauté, l'ami dévoué, était assis dans le box des accusés, le visage fermé, évitant le regard d'Isabelle. Les preuves étaient accablantes, le carnet d'Antoine, le couteau avec les microfibres, et sa propre confession détaillée. Sa tentative de plaider un homicide involontaire, un acte de panique, n'a convaincu personne. L'accusation a méthodiquement dépeint un homme cupide et manipulateur, capable du meurtre de sang-froid d'un enfant pour couvrir son crime initial. Le verdict est tombé sans surprise. Réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. La justice avait été rendue, mais le bruit du marteau du juge n'a apporté aucun soulagement, seulement le son creux d'une vie brisée. Pour Isabelle, le procès fut une épreuve au-delà de l'imaginable. Assise chaque jour sur le banc des parties civiles, elle a écouté, stoïque, le récit de l'horreur. La trahison de Marc était une seconde mort.
un poison qui s'infiltrait dans chaque souvenir heureux qu'elle avait de sa vie d'avant. L'homme qui l'avait consolée, qui avait tenu sa main lors des commémorations, était le meurtrier de son mari et de son fils. Chaque larme qu'il avait versée en public était une insulte à sa douleur. La certitude de la vérité, si longtemps désirée, était une lame à double tranchant. Elle mettait fin à l'incertitude mais la remplaçait par une réalité monstrueuse. Le vide n'était plus peuplé de questions, mais d'images insoutenables. La fin du procès ne lui a pas apporté la paix, mais la confirmation qu'elle était la seule survivante d'un naufrage orchestré par un ami. La condamnation de Marc a envoyé une onde de choc à travers Val-des-Lacs. La honte et l'incrédulité ont remplacé la solidarité d'antan. Comment avait-il pu être si aveugle? Chacun se remémorait ses interactions avec Marc au fil des ans. Ses gestes de soutien, ses paroles de réconfort. Tout était désormais perçu comme une performance macabre. La communauté, qui s'était construite autour d'une image de tranquillité et de confiance mutuelle, devait faire face à une vérité dérangeante. Le monstre n'était pas un étranger. Il était l'un des leurs. L'histoire d'Antoine et Léo n'était plus une légende tragique, mais un crime sordide né de la cupidité et de la trahison. Le lac, autrefois un tombeau mystérieux, était maintenant la scène d'un crime dont le coupable avait partagé leur quotidien pendant 17 longues années. Quelques semaines après le verdict, une cérémonie a finalement eu lieu pour Antoine et Léo. Cette fois, ce n'était pas un mémorial symbolique, mais de véritables funérailles. 2 cercueils, l'un pour un homme, l'autre, petit, pour un enfant, ont été portés jusqu'au cimetière du village. Presque toute la ville était présente, non pas par curiosité, mais par un besoin collectif de réparation et de deuil. Le silence était absolu, seulement brisé par les sanglots contenus. C'était la fin d'une attente de 17 ans. Isabelle, debout devant les 2 tombes, a enfin pu déposer une fleur sur un lieu de repos concret. Le lac avait rendu ses morts, la forêt avait rendu son secret. Le chapitre de la disparition était clos, laissant place à celui, éternel, du souvenir. C'était un adieu, douloureux, et définitif, mais nécessaire. Après les funérailles, la vie d'Isabelle a pris un nouveau tournant. Le silence dans sa maison était différent. Ce n'était plus le silence de l'attente, mais celui de l'absence confirmée. Elle a trouvé la force de faire ce qu'elle avait repoussé pendant près de 2 décennies. Elle est entrée dans la chambre de Léo, et a commencé à ranger ses affaires. Non pas pour l'effacer mais pour le préserver. Chaque dessin, chaque leurre de pêche, chaque pierre polie, a été soigneusement emballée, non plus comme une relique d'un retour espéré, mais comme le trésor d'une vie vécue. Elle n'a pas quitté Val-des-Lacs. Rester était sa façon de ne pas laisser Marc gagner une seconde fois. Elle est devenue la gardienne de leur mémoire, une femme discrète mais d'une force insoupçonnée, qui apprenait lentement à vivre, non pas après la tragédie, mais avec elle. Le lac de Val-des-Lacs a lentement perdu son aura de lieu maudit. Un nouveau mémorial a été érigé sur ses berges, non loin de l'endroit où tout a basculé. Ce n'est pas une stèle lugubre, mais une simple plaque de bronze portant les noms d'Antoine et Léo Dubois, avec une phrase, « L'amour d'un père et de son fils », plus profond que les eaux du temps. C'est devenu un lieu de recueillement, un rappel que la vérité, même enfouie sous des années de silence et de mensonges, finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. L'histoire d'Antoine et Léo est désormais gravée dans l'âme de la ville, une leçon tragique sur la fragilité de la confiance et la persistance de la justice. La communauté, à jamais changé, a appris que les pires monstres sont souvent ceux qui se cachent derrière le masque le plus familier. Aujourd'hui, Val-des-Lacs porte les cicatrices de sa vérité retrouvée. La communauté, autrefois unie par un deuil silencieux, est désormais liée par la connaissance d'une trahison inimaginable. L'histoire d'Antoine et Léo a changé de nature. Ce n'est plus un conte tragique sur les caprices du destin, mais un témoignage brutal de la noirceur, qui peut se cacher derrière le plus familier des visages. Les habitants ne regardent plus le lac avec la même crainte mystique, mais avec une tristesse éclairée, celle de savoir que le véritable monstre n'était pas dans ses profondeurs, mais qu'il marchait parmi eux, partageant leur peine tout en étant la cause. La confiance, autrefois le ciment de cette petite ville, a été brisée, et se reconstruit lentement, sur les fondations d'une vérité douloureuse mais nécessaire. Le souvenir d'Antoine et de Léo, lui, est plus vivant que jamais. Isabelle, par sa force tranquille, a veillé à ce qu'ils ne soient pas définis par leur fin tragique, mais par la vie qu'ils ont vécue. Le mémorial au bord du lac est devenu un lieu de pèlerinage paisible. Les gens y déposent des fleurs, des pierres polies, comme celles que Léo aimait collectionner. Ce n'est plus un lieu de deuil, mais un lieu de mémoire, un hommage à l'amour d'un père et de son fils. En refusant de laisser la haine l'emporter, Isabelle a offert à sa famille la plus belle des sépultures. Une mémoire intacte, lumineuse, qui triomphe de l'obscurité du crime. Leur héritage n'est pas celui de victimes, mais celui d'un amour qui, même après la mort, a eu la force de faire éclater la vérité.
La leçon de Val-des-Lacs est une leçon universelle et glaçante. Elle nous rappelle que le mal ne porte pas toujours le masque de l'étranger ou de l'inconnu. Parfois, il a le visage de l'ami, la voix du confident, la main tendue du soutien. Pendant 17 ans, Marc a été le gardien d'un secret monstrueux, sa performance de deuil étant la plus grande de ses trahisons. Cette histoire nous force à nous interroger sur la nature de la confiance, et sur les abîmes qui peuvent se cacher derrière la normalité la plus rassurante. Elle nous enseigne que la cupidité et la peur peuvent transformer un homme ordinaire en un monstre capable de l'impensable, et que la plus grande menace vient parfois de ceux que nous laissons entrer au plus profond de nos vies. Le temps passera et de nouvelles générations grandiront à Val-des-Lacs. L'histoire